Bienvenue dans un voyage à travers le temps. Direction l'été flamboyant de 1958 en Suède. Cette année-là, le monde du football a vu naître un concept révolutionnaire. Le Joga Bonito, le beau jeu. Après la déroute du Maracanazo en 1950, l'équipe nationale brésilienne a présenté à l'Europe du Nord une génération de joueurs exceptionnellement talentueux. Des hommes qui ne se contentaient pas de jouer au football, mais qui dansaient avec le ballon. Leur jeu offensif, empreint d'improvisation et d'une efficacité redoutable, a propulsé le Brésil au sommet du football mondial pour la première fois, après une victoire 5-2 face à la Suède. Pays haute en finale. Mais lorsque les projecteurs s'éteignirent, lorsque les acclamations des tribunes s'estompèrent, les héros de cette année-là revinrent à la réalité. Près de 70 ans ont passé et le destin les a menés sur des chemins bien différents. Certains sont devenus des légendes immortelles, tandis que d'autres sont tombés dans l'oubli et la tragédie. Aujourd'hui, revenons sur les vies tumultueuses des 15 figures les plus marquantes de la Golden Squad brésilienne de 1958. Pelé Edson Arantes do Nascimento, attaquante. Dans l'équipe du Brésil de 1958, Pelé n'était pas un simple joueur. Il était un phénomène, une promesse du destin. Arrivé en Suède à seulement 17 ans, blessé au genou et angoissé par son premier départ loin de chez lui, Pelé brilla soudainement de mille feux pour devenir le roi. Avec 6 buts en 4 matchs, dont un triplé contre la France et un doublé en finale, l'adolescent afficha un niveau de jeu jamais vu, vitesse, technique suprême et un instinct de tueur implacable. L'image de Pelé, en larmes sur l'épaule du gardien Gilmore après la finale, devint un symbole d'innocence et de gloire absolue. Après cet été historique, la vie de Pelé devint la plus grande épopée de l'histoire du football. Il remporta 2 autres Coupes du Monde en 1962 et 1970, devenant ainsi le seul joueur de l'histoire à soulever le trophée doré à 3 reprises. Toute sa carrière fut liée au Santos FC, où il marqua plus de 1-0 but et fit du club une terreur mondiale, avant de susciter une véritable passion pour le football aux États-Unis avec le New York Cosmos. En dehors des terrains, Pelé était un ambassadeur international, un ministre des Sports et une icône culturelle qui transcendait les frontières. Il vivait auréolé de gloire, reçu par des présidents américains, la reine d'Angleterre et le pape. Bien que sa vie privée ait connu des hauts et des bas, avec plusieurs mariages et enfants, Pelé a toujours cultivé l'image du roi du football modèle, rayonnant toujours en public. Il a affronté la vieillesse et la maladie avec un optimisme incroyable. Le parcours du roi du football a lui aussi pris fin. Après un long et courageux combat contre le cancer du côlon, le cœur de la plus grande légende de l'histoire du football a cessé de battre le 29 décembre 2022, à l'âge de 82 ans. Sa disparition a plongé le monde entier dans le deuil, mais l'héritage que Pelé a laissé est éternel. Il n'était pas seulement un joueur, il était le football incarné. Garrincha, Manuel Francisco dos Santos, Ailier. Si Pelé était le roi, Garrincha était la joie du peuple. Dans l'équipe de 1958, Garrincha débuta sur le banc, mais termina le tournoi en cauchemar pour toutes les défenses. Avec des jambes déformées par une malformation congénitale, la gauche arquée vers l'extérieur, la droite vers l'intérieur. Il transforma ce handicap en une arme redoutable. Ses dribbles et ses changements de direction fulgurants, défiant les lois de la physique sur le flanc droit, réduisaient à néant tous les systèmes tactiques européens. Il jouait comme un enfant, plein d'innocence et de spontanéité, transformant les défenseurs adverses en clowns malgré eux. Après la gloire en Suède, Garrincha demeura l'âme de l'équipe brésilienne, contribuant à la défense de son titre en 1962, suite à la blessure de Pelé. Cependant, contrairement à sa brillante carrière sur le terrain, sa vie fut une succession de tragédies. Loin des terrains, il était d'une naïveté presque pitoyable, incapable de gérer ses finances et facilement manipulable. Sa vie personnelle fut tumultueuse, marquée par une liaison scandaleuse avec la chanteuse Elsa Soares, des mariages brisés et le fardeau d'élever de nombreux enfants. Malheureusement, l'artiste du terrain se tourna vers l'alcool pour noyer son chagrin. L'alcool ravagea son corps, transformant l'ange aux jambes arquées en une ombre décharnée, aux prises avec une cirrhose et une solitude extrême une fois la gloire passée. Puis, la tragédie survint trop tôt. Le 20 janvier 1983, Garrincha s'éteignit dans la pauvreté et la maladie, dans un hôpital de charité à seulement 49 ans. Sa disparition fut une immense douleur pour le football brésilien, un douloureux rappel du destin tragique des génies disparus.
Des millions de personnes descendirent dans la rue pour lui rendre un dernier hommage, car pour elle, Garrincha demeure la plus pure joie que le football ait jamais apportée. Zito, José Eli de Miranda, milieu défensif. Zito était le héros discret, le nettoyeur infatigable du milieu de terrain brésilien en 1958. Si Didi était l'artiste, Zito était le guerrier qui le protégeait pour qu'il puisse briller. Son style de jeu puissant, audacieux dans les contacts et empreint d'intelligence, créait un rempart infranchissable devant la défense. Il était également reconnu comme un leader né, qui n'hésitait pas à galvaniser ses coéquipiers, notamment en prenant sous son aile le jeune Pelé, tant en sélection qu'au club de Santos. Ayant passé toute sa carrière à Santos, Zito a été un élément indispensable de l'âge d'or du club. Après avoir accroché ses crampons, il a continué à œuvrer pour Santos en tant que dirigeant et recruteur de jeunes talents. C'est grâce à son œil avisé que des stars comme Robinho et Neymar ont été découvertes et révélées. Il a mené une vie simple, entièrement dévoué au football jusqu'à ses derniers jours, restant un grand-père respecté et un mentor pour des générations de jeunes joueurs de Santos. Cependant, l'âge et la santé déclinante l'ont emporté. Le 14 juin 2015, Zito s'est éteint chez lui à l'âge de 82 ans. Son décès a laissé un grand vide à Santos, où il était considéré comme un grand-père spirituel. Gilmar dos Santos Neves, gardien de but. Au sein d'une équipe regorgeant d'attaquants talentueux, Gilmar dos Santos Neves incarnait le mur le plus serein et le plus solide. Lors de la Coupe du Monde 1958, il réalisa 4 matchs sans encaisser de but et ne concéda qu'en demi-finale et en finale. Son style de jeu élégant, ses réflexes exceptionnels et sa maîtrise de la défense offraient une sérénité absolue à ses coéquipiers, leur permettant ainsi de laisser libre cours à leur créativité. Il est considéré comme le plus grand gardien de but de l'histoire du football brésilien, celui qui a contribué à faire tomber les préjugés envers les gardiens noirs de l'époque. La carrière de Gilmar est indissociable de l'âge d'or du Santos FC, aux côtés de Pelé, où il remporta tous les titres prestigieux du club. Il demeura un pilier fiable, contribuant à la victoire du Brésil lors de la Coupe du Monde de 1962. Après sa retraite, Gilmar devint un homme d'affaires prospère et mena une vie paisible, loin des scandales. Il conserve toujours une attitude exemplaire. Sur le terrain comme dans la vie, restant humble lorsqu'il évoquait ses exploits et réservant ses éloges à ses coéquipiers. Cependant, une grave maladie a eu raison du géant des buts. Gilmar s'est éteint le 25 août 2013, quelques jours seulement après son 83e anniversaire, des suites d'un infarctus et d'un AVC. Son décès, survenu la même année que celui de son coéquipier Nilton Santos, a plongé les supporters dans un profond chagrin, témoin de la disparition progressive d'une génération dorée. Nilton Santos, arrière gauche. Nilton Santos, surnommé l'encyclopédie du football, a révolutionné le poste d'arrière latéral lors de la Coupe du Monde 1958. À 33 ans, il était le plus âgé de l'équipe, mais affichait une mentalité d'une grande jeunesse. Nilton ne se contentait pas de défendre, il se projetait fréquemment vers l'avant pour attaquer, marquant un but crucial contre l'Autriche alors même que l'entraîneur lui criait de reculer. Son intelligence, sa technique individuelle exquise et sa capacité à lire le jeu ont transformé le flanc gauche brésilien en une machine redoutable, jetant les bases du concept d'arrière latéral offensif. Toute la carrière de Nilton Santos était liée à une seule passion, Botafogo. Symbole de fidélité, il a évolué au plus haut niveau jusqu'à l'âge de 40 ans. En dehors des terrains, Nilton était un homme poli et intellectuel, respecté de tous pour son mode de vie exemplaire. Il ne se souciait ni de la gloire ni de la fortune, considérant toujours le football comme une joie et un art. Cependant, dans les dernières années de sa vie, le destin l'a mis à l'épreuve par la cruelle maladie d'Alzheimer. C'était déchirant de voir celui qui restait dans les mémoires oublier peu à peu les exploits qu'il avait lui-même écrits, ses coéquipiers et les matchs historiques. Le 27 novembre 2013, Nilton Santos s'est éteint des suites de complications liées à une infection pulmonaire et à une insuffisance cardiaque, à l'âge de 88 ans. Bien que sa mémoire se soit estompée au cours de ces dernières années, le souvenir du plus grand arrière-gauche de tous les temps, Nilton Santos, restera à jamais gravé dans les mémoires. Mario Zagallo, ailier gauche. Lors de la Coupe du Monde 1958, Mario Zagallo incarnait la rigueur et une vision tactique avant-gardiste.
Bien que positionné comme ailier gauche, Zagallo savait non seulement attaquer, mais aussi redescendre activement pour soutenir la défense, assurant ainsi l'équilibre du dispositif offensif brésilien. Il marqua le but de la victoire 5-2 en finale, mais sa plus grande contribution fut son jeu discret et efficace, permettant aux stars de briller. Zagallo a défini le rôle de l'ailier moderne. La vie de Zagallo était plus que jamais liée au numéro 13 et au maillot jaune-vert de l'équipe nationale brésilienne. Il fut le premier à remporter la Coupe du Monde à la fois comme joueur 1958, 1962 comme entraîneur, 1970 et comme entraîneur adjoint 1994. Le vieux loup. Zagallo consacra sa vie entière au football, devenant un grand stratège doté d'une forte personnalité et d'un patriotisme ardent. Il était célèbre pour ses citations mémorables et ses convictions spirituelles profondes. Malgré son âge avancé et sa santé fragile, on le voyait encore dans les tribunes, suivant avec un enthousiasme débordant chaque pas de la jeune génération. Cependant, cette flamme tenace a fini par s'éteindre. Le 5 janvier 2024, Mario Zagallo s'est éteint à l'âge de 92 ans, clôturant ainsi un chapitre glorieux de l'histoire du football brésilien. Il était le dernier témoin vivant de l'équipe titulaire de la finale de 1958, et sa disparition a marqué la fin définitive d'une ère dorée. Vava, Edvaldo Isidio Neto, attaquante. Vava, surnommé Peito de Aço, poitrine d'acier, était le fer de lance de l'attaque brésilienne en 1958. Auteur de 5 buts, dont un doublé décisif contre la Suède en finale, Vava s'est imposé comme un avant-centre classique, puissant, décisif et toujours au bon endroit au bon moment. Moins flamboyant que Pelé ou Garrincha, sa férocité, sa capacité à conserver le ballon et sa finition en une touche étaient des atouts parfaits pour transformer les occasions en buts. Il était le héros discret mais incroyablement efficace de la sélection. La carrière de Vava continua de s'épanouir lorsqu'il devint le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 2 finales de Coupe du Monde consécutives, 1958 et 1962. Un record qui resta longtemps inégalé. Il évolua dans de nombreux grands clubs, de Vasco da Gama et de Palmeiras à l'Atlético Madrid en Espagne, et même au Mexique, démontrant ainsi son excellente capacité d'adaptation. Après sa retraite, Vava tenta sa chance comme entraîneur, mais sans connaître la même gloire qu'en tant que joueur. Il choisit une vie paisible, loin des projecteurs, profitant de moments de calme en famille, et participant occasionnellement à des commémorations du football brésilien. Cependant, le parcours du héros à la poitrine d'acier s'est arrêté le 19 janvier 2002. Vava est décédé d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 67 ans. Bien que moins médiatisé que d'autres coéquipiers légendaires, il restait à jamais dans le cœur des amateurs de football brésilien, un symbole de combativité et de talent pour marquer lors des grands matchs. Djalma Santos, arrière droit. L'histoire de Djalma Santos lors de la Coupe du Monde 1958 est singulière. Entré en jeu en finale à la place de De Sordi, il livra une prestation si exceptionnelle qu'il fut élu dans l'équipe type du tournoi. Djalma Santos incarnait le défenseur complet. Une défense intraitable, une force physique impressionnante et une capacité à soutenir les attaques dignes d'un milieu de terrain. Il est considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits de l'histoire du football. La carrière de Djalma Santos fut incroyablement longue. Il joua au plus haut niveau jusqu'à plus de 40 ans et participa à 4 Coupes du Monde. Il porte les maillots de Portuguesa, Palmeiras et Atlético Paranaense, conservant toujours une forme physique irréprochable et une hygiène de vie saine, sans alcool. En dehors des terrains, il était connu pour sa gentillesse, son humour et son sourire permanent. Après sa retraite, il ouvrit une école de football pour enfants dans le sud du Brésil et vécut des jours paisibles et heureux avec sa famille, aimé de tous. Le parcours de cette légende s'est toutefois interrompu le 23 juillet 2013, à l'âge de 84 ans, des suites d'une grave pneumonie. Djalma Santos s'est éteint, laissant derrière lui un héritage de professionnalisme et la preuve qu'il suffit parfois d'un seul match pour entrer dans la légende. Hilderaldo Bellini, défenseur central, capitaine. Hilderaldo Bellini n'était pas seulement un défenseur central inébranlable, il était le leader spirituel, le capitaine charismatique du Brésil en 1958.
Avec un physique de statue et un visage digne d'une star de cinéma, Bellini était le roc de la défense, toujours prêt à s'engager dans les duels et à couvrir les montées des latéraux. Le moment historique où il reçut le trophée Jules Rimet des mains du roi de Suède et le brandit fièrement devant les photographes a, sans le vouloir, instauré une tradition immortelle pour les capitaines à venir. Après la gloire de 1958, Bellini continua de jouer pour Vasco da Gama et São Paulo et participa même aux Coupes du Monde de 1962 et 1966. Après sa retraite, il géra des entreprises privées et s'impliqua dans le développement du football chez les jeunes. On se souviendra toujours de lui comme d'un homme de famille, responsable et affectueux. Mais comme beaucoup d'anciens joueurs, Bellini lutta contre la maladie d'Alzheimer pendant près de 20 ans. La maladie effaça la mémoire du capitaine charismatique d'antan, le plongeant progressivement dans une perte de conscience du monde qui l'entourait. Le 20 mars 2014, le cœur du grand capitaine Hilderaldo Bellini s'est éteint à l'âge de 83 ans. Il nous a quittés, mais l'image de la statue de Bellini brandissant la coupe d'or devant le stade Maracanã restera à jamais un symbole immortel de l'aspiration du football brésilien à atteindre les sommets. Didi Valdir Pereira, milieu central. Didi, surnommé le Prince Noir, était le cerveau, le principal architecte du jeu brésilien en 1958. À 29 ans, il apportait un calme et une sagesse extraordinaires au milieu de terrain. Didi donnait le rythme, distribuait le jeu et était l'auteur du fameux coup franc « feuille tombante », folha seca, qui faisait changer brusquement la trajectoire du ballon pour déstabiliser les gardiens. C'est grâce à sa maîtrise que de jeunes talents comme Pelé et Garrincha ont pu briller et le titre de meilleur joueur du tournoi cette année-là fut une juste reconnaissance de son influence considérable. Après la Coupe du Monde de 1958, Didi devint le premier joueur noir à évoluer au sein du prestigieux Real Madrid, aux côtés de Di Stefano et Puskás. Malgré des difficultés internes qui ralentirent son passage en Espagne, Didi retourna au Brésil et poursuivit sa carrière couronnée de succès avec Botafogo. Après avoir accroché ses crampons, il se tourna vers le coaching et marqua durablement le football, notamment en menant l'équipe nationale du Pérou jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde de 1970 face à son pays natal. Didi restera à jamais dans les mémoires comme un gentleman du football, un pédagogue dévoué, toujours soucieux du développement du beau jeu. Il mena une vie exemplaire, entièrement consacrée à la réflexion tactique et à la formation des jeunes. Cependant, les lois de la vie et de la mort sont implacables. Le 12 mai 2001, Didi s'éteignait à Rio de Janeiro à l'âge de 72 ans, des suites de complications post-opératoires et d'un cancer. La disparition du Prince Noir emporta avec elle le secret de ses coups francs divins, mais son intelligence et sa dignité demeurent une source d'inspiration pour les meneurs de jeu. Orlando Peçanha, défenseur central. En 1958, Orlando Peçanha et Bellini formèrent ensemble la charnière centrale brésilienne réputée pour sa solidité, dotée d'un style de jeu serein, d'un excellent sens du placement et d'une technique individuelle remarquable. Rare pour un défenseur central de l'époque, Orlando était un défenseur fiable. Il disputa l'intégralité des 6 matchs, contribuant grandement à l'impressionnante solidité défensive de son équipe. Après la Coupe du Monde, Orlando prit la décision audacieuse de rejoindre Boca Juniors en Argentine, où il devint une idole et le capitaine de l'équipe, un exploit rare pour un joueur brésilien. Après sa retraite de joueur, il devint entraîneur, puis président de l'Association brésilienne des entraîneurs de football. Orlando était un homme à l'esprit vif, toujours soucieux des droits des joueurs et des entraîneurs. Le 10 février 2010, Orlando Peçanha s'est éteint à l'âge de 74 ans des suites d'une insuffisance cardiaque. Sa disparition a été une grande perte pour le monde du football sud-américain, où il était respecté aussi bien au Brésil qu'en Argentine, 2 nations rivales. Nilton de Sordi, arrière droit. Nilton de Sordi fut un élément clé du flanc droit brésilien tout au long du parcours jusqu'en finale de 1958. Il aborda les 5 premiers matchs avec une forme stable, une défense solide et une discipline exemplaire. Ironie du sort, il se blessa juste avant la finale, l'obligeant à céder sa place à Djalma Santos. Bien qu'il n'ait pas disputé la finale, la contribution de De Sordi à la conquête du trophée doré est indéniable. Il est une légende du FC São Paulo, club auquel il a consacré la majeure partie de sa carrière. De Sordi était reconnu comme un défenseur travailleur et humble.
qui privilégiait toujours l'intérêt collectif. Après sa retraite, il a choisi une vie paisible dans une petite ville, entraînant des équipes locales et se tenant à l'écart des projecteurs. Il se contentait de son rôle de héros discret. De Sturdy s'est éteint le 24 août 2013, à l'âge de 82 ans, des suites de la maladie de Parkinson, la même année que nombre de ses coéquipières légendaires. Bien que moins souvent cité que Djalma Santos, ses contributions restent gravées dans la mémoire des supporters de São Paulo et du Brésil. José Altafini, Mazzola, attaquant. José Altafini, surnommé Mazzola, en raison de sa ressemblance avec la légende italienne, Valentino Mazzola était un jeune talent prometteur de 19 ans lors de la Coupe du Monde 1958. Titulaire lors de 3 matchs de poule, il inscrivit 2 buts, faisant preuve de puissance et d'une excellente capacité à dégager le ballon. Cependant, l'éclosion de Pelé et de Vava en fin de compétition lui coûta sa place de titulaire. Mazzola reste néanmoins une figure importante de l'histoire du football. Après le tournoi, Altafini partit pour l'Italie où il joua pour l'AC Milan, Naples et la Juventus, devenant l'un des plus grands buteurs de l'histoire de la Serie A. Il obtint même la nationalité italienne et joua pour l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 1962, ce qui lui valut d'être considéré comme un traître par certains supporters brésiliens de l'époque. Après sa retraite de joueur, il devint un commentateur sportif, renommé à la télévision italienne, apprécié pour son humour et ses formules cultes. Aujourd'hui, à 87 ans, en 2026, José Altafini vit toujours en bonne santé en Italie. Il est l'un des rares témoins encore vivants de la Coupe du Monde de 1958. Bien que possédant la double nationalité et ayant porté 2 maillots nationaux, il reste profondément fier de ses racines brésiliennes et de sa première médaille d'or en Coupe du Monde. Joel Antonio Martins, ailier droite. Joel était le titulaire indiscutable au poste d'ailier droit pour le Brésil, lors des 2 premiers matchs de la Coupe du Monde 1958, avant de céder sa place au génial Garrincha. Ailier technique et intelligent, il possédait un excellent sens du jeu. Malgré la perte de sa place de titulaire, Joel ne s'est jamais plaint et a toujours soutenu ses coéquipiers, faisant preuve d'un professionnalisme exemplaire. Il est une légende de Flamengo, adulé pour sa technique et son dévouement. Après sa retraite, Joel a travaillé au sein du staff technique de Flamengo, formant les jeunes joueurs. Il menait une vie simple, attaché au football amateur et gardait toujours un sourire bienveillant. Le parcours de Joel s'est toutefois achevé le 1er janvier 2003, à l'âge de 71 ans, des suites d'une insuffisance hépatique. Il est parti paisiblement, à l'image de sa carrière, mais sa contribution au début de cette aventure victorieuse restera à jamais gravée dans les mémoires. Dino Sani, milieu de terrain central. Dino Sani était l'homme qui formait le duo avec Didi au milieu de terrain, lors des 2 premiers matchs de la Coupe du Monde 1958. Doté d'un jeu intelligent, d'une grande précision dans ses passes et d'une excellente vision tactique. Il était un meneur de jeu de grande classe, plus tard, en raison de blessures et de changements tactiques. Il céda sa place à Zito, mais demeura une doublure de qualité. Après la Coupe du Monde, Dino Sani a connu une brillante carrière à l'AC Milan, où il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du club, contribuant notamment à la victoire du Milan en Coupe d'Europe. Il est ensuite devenu un entraîneur à succès, dirigeant de nombreuses grandes équipes au Brésil et en Amérique du Sud. Il était réputé pour sa rigueur, sa discipline et sa grande finesse tactique. Aujourd'hui, à 93 ans, en 2026, Dino Sani est l'un des rares vieux sages encore debout. Il vit reclus mais conserve toute sa lucidité, partageant occasionnellement de précieux souvenirs de l'âge d'or du football, faisant ainsi le lien vivant entre un passé glorieux et le présent.